Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette affaire, quelque chose qui dépasse le simple verdict judiciaire, quelque chose qui interroge non seulement la justice burkinabé, mais tout le système sécuritaire d'un pays en pleine tourmente. Le tribunal a parlé. Les juges ont délibéré. La peine a été prononcée. 11 ans de prison, dont 5 fermes. Un mandat d'arrêt officiel, signé, enregistré, transmis. Et pourtant, le capitaine Abdul Kader Zanré demeure introuvable. Commençons par comprendre ce qu'est exactement un mandat d'arrêt. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage juridique, un mandat d'arrêt, c'est un ordre officiel émis par un tribunal, autorisant et ordonnant aux forces de l'ordre d'appréhender une personne et de la placer en détention. C'est un document qui a force de loi. Un document qui oblige la police, la gendarmerie, toutes les forces de sécurité du pays à rechercher activement la personne concernée et à la présenter devant la justice. En théorie, personne ne peut ignorer un mandat d'arrêt. En théorie. Mais nous ne sommes pas dans un manuel de droit. Nous sommes au Burkina Faso, un pays où les réalités du terrain sont souvent bien différentes des textes officiels. Un pays où les liens personnels, les loyautés tribales, les solidarités militaires et les réseaux souterrains pèsent parfois plus lourd que n'importe quel document, signé par un juge. Et c'est précisément dans cet espace, entre la loi écrite et la réalité vécue, que Zanré a trouvé refuge. Posons la question directement, sans détour. Comment un ancien chef de la sécurité présidentielle, un homme connu, identifié, fiché, dont le visage est associé à l'un des dossiers judiciaires les plus médiatisés du moment, comment cet homme peut-il disparaître aussi facilement dans un pays de 22 millions d'habitants? La réponse est simple et vertigineuse à la fois. Parce qu'il connaît le système de l'intérieur. Zanré n'est pas un fugitif ordinaire. Ce n'est pas un criminel de droit commun qui prend la fuite avec quelques billets dans sa poche et l'espoir de passer inaperçu. C'est un homme qui a passé des années au cœur de l'appareil sécuritaire burkinabé. Un homme qui sait comment fonctionne la surveillance, qui sait comment on traque les gens, et qui sait donc, par définition, comment on leur échappe. Il connaît les routes. Il connaît les postes frontières. Il connaît les hommes en uniforme qui gardent ces postes. Il connaît leurs noms, leurs faiblesses, leur loyauté. Pour un homme comme lui, disparaître n'est pas un exploit. C'est presque une compétence professionnelle. Mais il y a une autre hypothèse. Une hypothèse que beaucoup murmurent à Ouagadougou sans oser la formuler trop fort. Et si Zanré ne s'était pas simplement enfui? Et s'il était protégé? Protégé par qui? Par d'anciens camarades encore en poste dans les nouvelles structures de sécurité? Par des réseaux militaires qui transcendent les changements de régime? Par des hommes qui savent que Zanré, s'il parle, pourrait révéler des choses compromettantes pour beaucoup de monde? Car voilà ce qu'on oublie souvent dans ces affaires. Un homme comme Zanré ne détient pas seulement des secrets sur lui-même. Il détient des secrets sur tous ceux avec qui il a travaillé, sur toutes les décisions prises dans l'ombre pendant la transition d'Amiba, sur toutes les opérations menées par cette sécurité présidentielle parallèle. Ces secrets sont une monnaie d'échange extraordinairement puissante. Ils peuvent acheter la protection. Ils peuvent acheter le silence. Ils peuvent acheter la liberté, au moins provisoirement. Et puis, il y a la question des frontières. Le Burkina Faso partage ses frontières avec 6 pays. 6 pays avec des milliers de kilomètres de frontières souvent poreuses, mal surveillées, traversées quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes. Pour un homme qui connaît les routes, qui a des contacts dans les pays voisins, qui dispose peut-être encore de ressources financières conséquentes, traverser une frontière n'est pas un obstacle. C'est une sortie de secours. Regardons maintenant ce que signifie concrètement ce mandat d'arrêt non exécuté pour la justice burkinabé. Pour Imhotep Bayala d'abord, cette victime qui a attendu 4 ans pour entendre le verdict, la fuite de Zanré, est d'une blessure supplémentaire. Les 12,7 millions de francs CFA de réparation ordonnés par le tribunal, qui va les lui verser si le principal condamné reste introuvable. Sur le papier, les autres co-accusés sont solidairement responsables. Mais solidairement responsables ne signifie pas automatiquement que l'argent arrive. Pour la justice burkinabé, ensuite, ce mandat d'arrêt non exécuté est un test. Un test de crédibilité, un test de capacité, un test d'indépendance réelle face aux réseaux qui protègent encore certains hommes de l'ancien système. Si Zanré n'est jamais arrêté, si ce mandat reste un document sans suite concrète, le message envoyé à tous les citoyens burkinabés est dévastateur. Les hommes de l'ombre peuvent toujours échapper à la loi. La justice ne s'applique qu'aux petits. Et pour le régime d'Ibrahim Traoré lui-même, cette situation est un révélateur. Traoré se présente comme celui qui a rompu avec les pratiques de Damiba, comme celui qui veut un Burkina Faso nouveau, souverain, juste. Mais si les hommes de Damiba
continuent à courir librement pendant que leurs victimes attendent en vain. Quelle est la valeur réelle de ce discours? La rupture politique ne suffit pas. Il faut aussi une rupture judiciaire, une rupture sécuritaire, une rupture dans ces réseaux, invisibles qui survivent à tous les changements de régime. Ce mandat d'arrêt est donc bien plus qu'un document juridique. C'est un miroir tendu au Burkina Faso tout entier. Un miroir qui pose une question simple et brutale. Ce pays est-il capable d'appliquer sa propre justice à ceux qui ont abusé de leur pouvoir? La réponse à cette question dira beaucoup sur ce que sera vraiment l'avenir politique et judiciaire du Burkina Faso. Dans le prochain chapitre, nous allons quitter Zanré pour nous tourner vers son ancien patron, vers celui dont le nom plane au-dessus de toute cette affaire, comme une ombre menaçante. Paul Henry Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition, l'homme qui a renversé Kaboré, et qui vient d'être extradé de Lomé vers Ouagadougou pour répondre d'une accusation autrement plus grave. Une tentative d'assassinat contre un président en exercice. Resté avec nous, il avait renversé un président. Il avait gouverné un pays. Il pensait peut-être que l'exil le mettrait à l'abri de tout. Mais le 2026 lui a réservé une surprise qu'il n'avait pas vue venir. Damiba est de retour à Ouagadougou. Et cette fois-ci, ce n'est pas lui qui tient les rênes. Il y a une ironie cruelle dans le destin de certains hommes de pouvoir en Afrique. Ils arrivent au sommet par la force, dans le fracas des armes et le silence imposé des populations. Ils gouvernent avec la certitude de ceux qui pensent que le pouvoir leur appartient définitivement. Et puis un jour ordinaire, sans annonce, sans cérémonie, tout s'effondre. Et ils se retrouvent dans la position exacte de ceux qu'ils ont un jour dominés, impuissants, enchaînés par la même justice qu'ils croyaient pouvoir ignorer. Paul Henry Sandaogo Damiba vit aujourd'hui cette ironie dans sa chair. Pour comprendre le poids de cette extradition, rappelons d'abord qui est Damiba. Le 24 janvier 2022, cet officier de l'armée burkinabé renverse le président démocratiquement élu Roch Marc Christian Kaboré. Il prend le pouvoir au nom de la sécurité nationale, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom d'un peuple burkinabé qu'il prétend vouloir libérer de l'incompétence de ses dirigeants civils. Il se présente comme le sauveur, comme celui qui va redresser un pays en perdition. Le monde observe. Une partie du peuple burkinabé applaudit, fatigué des échecs successifs des gouvernements précédents. Mais la réalité du pouvoir est souvent bien différente des promesses du coup d'État. Sous Damiba, la situation sécuritaire ne s'améliore pas significativement. Les attaques terroristes continuent. Les populations continuent de fuir leurs villages. La frustration grandit. Et dans ce contexte de désillusion croissante, un autre militaire, plus jeune, plus radical, se présentant comme encore plus déterminé, entre en scène. Le capitaine Ibrahim Traoré. En septembre 2022, à peine 8 mois après son propre coup d'État, Damiba est à son tour renversé. La roue tourne vite au Burkina Faso. Damiba choisit alors l'exil. Il se réfugie au Togo, pays voisin, discret, dirigé par Faure Gnassingbé, dont la neutralité bienveillante permet à plusieurs anciens dirigeants africains ont eu difficulté de souffler loin des turbulences politiques de leur pays d'origine. À Lomé, Damiba disparaît des radars. Plus de discours, plus de déclarations fracassantes. Un silence qui, pour beaucoup, ressemble à celui d'un homme qui espère que le temps effacera les comptes à régler. Mais le temps n'efface pas tout. Et Ibrahim Traoré, lui, n'a visiblement pas l'intention de laisser son prédécesseur vivre tranquillement sous le soleil togolais. Car les informations qui filtrent de Ouagadougou sont explosives. Damiba ne serait pas simplement un ancien président en exil. Il serait activement poursuivi pour une accusation d'une gravité exceptionnelle. Une présumée tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Réfléchissez un instant à ce que cette accusation signifie. Nous ne parlons pas d'une affaire de corruption. Nous ne parlons pas d'un détournement de fonds publics. Nous parlons d'une tentative de tuer le président en exercice du Burkina Faso. Une tentative de coup d'État permanent. Une tentative d'élimination physique d'un chef d'État. Si ces accusations sont confirmées, nous sommes face à l'un des dossiers judiciaires les plus graves qu'ait jamais connu le Burkina Faso contemporain. Et c'est dans ce contexte que l'extradition de Lomé vers Ouagadougou prend toute sa dimension. Une extradition, rappelons-le, est un acte juridique et diplomatique majeur. Elle signifie qu'un pays, ici le Togo, accepte de remettre officiellement une personne se trouvant sur son territoire à un autre pays, ici le Burkina Faso, pour qu'elle y soit jugée. Ce n'est pas une arrestation ordinaire. C'est une coopération entre deux États souverains. Et le fait que cette extradition se soit réalisée en moins de 2 semaines après les annonces des autorités burkinabées est en soi remarquable.
remarquablement rapide pour ce type de procédure. Pourquoi le Togo a-t-il accepté si rapidement? Plusieurs lectures sont possibles. Peut-être une pression diplomatique d'Ibrahim Traoré sur Fauré Gnassingbé. Peut-être un calcul politique du Togo qui ne veut pas abriter indéfiniment un homme devenu encombrant. Peut-être simplement le respect des conventions d'extradition en vigueur entre les deux pays. Mais quelle que soit la raison, le résultat est là. Damiba est à Ouagadougou. Et cette fois-ci, ce n'est pas lui qui convoque, c'est lui qui est convoqué. Imaginez la scène. Cet homme qui, il y a 4 ans à peine, se tenait debout devant des caméras pour annoncer au monde qu'il prenait le contrôle du Burkina Faso. Cet homme qui signait des décrets, qui recevait des chefs d'État, qui commandait une armée. Cet homme se retrouve aujourd'hui ramené dans son propre pays, non pas en triomphateur, mais en prévenu. Non pas pour gouverner, mais pour répondre. Le contraste est saisissant. Et il illustre parfaitement la brutalité des cycles politiques dans cette partie de l'Afrique. Mais attention, il est important de souligner ce que les journalistes sérieux et responsables se doivent de rappeler. À ce stade, les accusations portées contre Damiba, notamment cette tentative d'assassinat contre Traoré, restent des accusations. Des allégations graves, certes. Des allégations qui, si elles sont confirmées, auraient des conséquences judiciaires considérables. Mais des allégations qui devront être prouvées devant un tribunal, avec des preuves, des témoins, une procédure contradictoire. On dit souvent que la justice est aveugle, qu'elle ne regarde pas les visages, ne lit pas les grades, ne compte pas les étoiles sur les épaulettes. Mais au Burkina Faso, et dans tant d'autres pays africains gouvernés par des hommes en uniforme, cette justice aveugle a-t-elle vraiment les moyens de l'être? Ou porte-t-elle en secret un bandeau percé? Nous voici au terme de cette vidéo. Et il serait trop facile, trop confortable de simplement lister les faits, de nommer les condamnés, de citer les peines et de vous laisser rentrer chez vous avec l'impression que la justice a triomphé et que tout va bien au Burkina Faso. Ce serait vous mentir. Ce serait trahir la réalité d'un pays et d'un continent qui mérite mieux que des analyses superficielles et des conclusions rassurantes. Alors posons la vraie question, celle qui dérange, celle qui oblige à regarder en face des réalités inconfortables. La condamnation du capitaine. Zanré est-elle le signe d'une justice burkinabé véritablement indépendante? Ou est-elle le produit d'un calcul politique, une justice sélective qui frappe les hommes du régime précédent pour mieux légitimer le régime actuel? Et la différence entre ces deux réponses est absolument fondamentale pour comprendre ce que vaut vraiment ce verdict. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est la justice dans un contexte de transition militaire. Quand un régime militaire prend le pouvoir, il hérite de toutes les institutions du pays, y compris les institutions judiciaires, tribunaux, procureurs, juges. Tous ces acteurs continuent à exercer leurs fonctions. Mais dans quel environnement? Avec quelle liberté réelle? Avec quelle garantie que leurs décisions ne seront pas influencées, contestées ou ignorées par ceux qui tiennent les armes? Car voilà la réalité brutale de la justice sous gouvernance militaire. Les juges sont des êtres humains. Des êtres humains qui vivent dans ce même pays, dans cette même ville, qui ont des familles, des maisons, des carrières à protéger. Un juge qui condamne un homme proche du pouvoir actuel prend un risque que son homologue dans un État de droit démocratique n'a pas à prendre. Et un juge qui condamne un homme du régime précédent, un régime qui n'est plus au pouvoir, qui ne peut plus se défendre, dont les protections sont tombées, ce juge-là prend infiniment moins de risques. Il suit même, d'une certaine façon, le courant politique dominant. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette extradition envoie un signal fort. Un signal à tous ceux qui pensent que l'exil est une assurance tous risques contre la justice. Un signal que les frontières africaines ne sont plus forcément des boucliers, indéfectibles pour les anciens hommes de pouvoir. Un signal qu'Ibrahim Traoré, qu'on apprécie sa gouvernance ou non, a la volonté politique de régler les comptes du passé, au moins ceux qui le concernent directement. Et ce retour forcé de Damiba à Ouagadougou fait écho à toute l'affaire, Zanré que nous avons analysée dans cette vidéo. Car les deux histoires sont liées. Elles parlent toutes les deux de la même chose. Elles parlent d'un système, le système Damiba, qui a utilisé la force, l'intimidation, la violence contre des citoyens et peut-être même contre d'autres militaires. Et ce système est aujourd'hui en train d'être démantelé pièce par pièce. Zanré condamné, Damiba extradé. Les hommes de l'ombre rattrapés un par une justice qui avance lentement, mais qui avance. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger au cœur de l'accusation la plus explosive de toute cette affaire. Cette tentative d'assassinat présumée contre Ibrahim Traoré.
Qui aurait commandité ce complot? Comment aurait-il été organisé? Et quelles seraient les implications politiques si les faits étaient confirmés? Préparez-vous. Parce que ce que nous allons vous révéler va vous laisser sans voix, tuer un président en exercice. Éliminer physiquement celui qui vous a renversé. Si cette accusation est vraie, le Burkina Faso vient d'échapper à quelque chose d'absolument terrifiant. Et si elle est fausse, alors c'est autre chose. D'effrayant qui se joue dans les coulisses de Ouagadougou. Il existe des accusations qui, par leur nature même, changent tout. Des accusations qui ne laissent pas de place au milieu. Des accusations devant lesquelles on ne peut pas rester neutre, pas indifférent, pas distancié. La tentative d'assassinat contre un chef d'État en exercice est de celle-là. Et c'est précisément cette accusation, vertigineuse, explosive, aux conséquences potentiellement incalculables, qui pèse aujourd'hui sur les épaules de Paul-Henri Sandaogo, Damiba depuis son retour forcé à Ouagadougou. Avant d'aller plus loin, posons les bases. Nous parlons ici d'informations rapportées par plusieurs sources journalistiques sérieuses, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une confirmation judiciaire, officielle et définitive. En tant que journaliste responsable, je me dois de vous le rappeler clairement. C'est la réalité politique et sécuritaire autour de ces accusations, leur contexte, leur logique, leurs implications, sans préjuger du verdict que rendra la justice. Burkinabé en temps voulu. Cela dit, le contexte lui-même est suffisamment parlant pour mériter une analyse approfondie. Revenons en arrière. Septembre 2022, Ibrahim Traoré renverse Damiba. Un coup d'État contre un coup d'État.